Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV spécial Grand Champion avec notre invité star, Jérôme Mauffra. Salut Jérôme. Salut Stéphane. On va rappeler que tu as évidemment aussi participé à beaucoup de livres sur les échecs, que tu t'es beaucoup renseigné, puis tu es aussi professeur d'histoire. Donc tu as une certaine passion comme ça pour l'histoire aussi du jeu d'échecs, tout autant que pour l'histoire des hommes en général. Oui, parce que l'histoire du jeu d'échecs raconte aussi l'histoire du monde. On a toujours observé dans l'histoire du monde et dans l'histoire des échecs qu'il y avait un certain parallélisme. À l'époque où le monde arabo-musulman se développe au 9e, 10e siècle, le monde arabo-musulman a les plus grands champions d'échecs et les plus grands théoriciens. À l'époque de la Renaissance, les champions sont italiens et espagnols. Au moment de la révolution industrielle, les champions sont anglais ou français. Et ainsi de suite jusqu'à nos jours où maintenant le champion du monde est indien. On en a parlé à l'occasion du championnat du monde récemment. Et il fait partie d'une puissance émergente. Donc il n'y a pas vraiment de hasard. L'histoire du jeu d'échecs et l'histoire du monde se confondent et sont en parallélisme. Et c'est assez amusant et troublant à noter. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce jeu et de l'étude de son histoire. Exactement. Et alors, je pense que cette remarque est importante, y compris dans les changements profonds de la société. Puisque là où le jeu d'échecs était pratiqué par des citoyens, j'ai envie de dire, ou des hommes dans des situations plus ou moins privilégiées, il fallait de l'argent pour pouvoir jouer. Philidor, par exemple, il avait une situation, il était musicien à la cour de Louis XV, c'était pas n'importe quoi. Bon, ça lui permettait aussi d'avoir de quoi vivre, en plus des quelques subsides qu'il a pu avoir après par le jeu d'échecs, mais peut-être moins qu'en tant que musicien, je ne sais pas exactement, Mais il y a un autre phénomène qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'on va parler d'une des premières championnes du jeu d'échecs, et donc le mouvement d'émancipation des femmes aussi. Peut-être qu'il y a aussi là un autre parallélisme, c'est-à-dire que tandis que les femmes prennent de plus en plus d'importance dans la société, on les voit apparaître au plus haut niveau dans le jeu d'échecs. Alors aujourd'hui, la championne du monde en 2012 est une chinoise. Là aussi, on voit les grandes puissances qui émergent, mais notamment donc Hu Yifan, une chinoise, avec beaucoup de chinoises dans le top 10 mondial. Mais la meilleure joueuse du monde est aussi un des meilleurs joueurs, toute catégorie du jeu d'échecs, et qui d'ailleurs ne veut pas jouer spécifiquement dans les tournois féminins, c'est Judith Polgar, une femme. Oui. On voit que les femmes donc, progressent fortement dans le jeu d'échecs. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de grands maîtres internationaux féminins. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Et puis, au niveau simplement national, si on regarde les statistiques, on a maintenant 25% de joueuses parmi les licenciés, alors qu'on en avait 10% il y a encore 15 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on va avoir une grande championne, précurseur des échecs féminins, des années 20, 30, voire 40, Vera Menchik. Vera Menchik, oui, qui était russe, qui est née à Moscou, qui était de nationalité tchèque, mais tu sais qu'il y avait beaucoup de minorités dans l'Empire russe jusqu'en 1914. Elle a joué le rôle de précurseur, effectivement. Elle a eu quelqu'un qui était avant elle aussi précurseur, qui s'appelait Mary Rudge, qui était une Anglaise, qui a été la première en 1872 à franchir, tiens-toi bien, les portes d'un club d'échecs. Alors que c'était un univers uniquement masculin, et dans l'Angleterre victorienne, on n'imaginait pas qu'une femme puisse comme ça accomplir ce geste délirant et outrancier d'aller déranger des hommes pendant leur activité. Mary Rudge, qui s'était d'ailleurs même rasé les cheveux comme les suffragettes pour montrer qu'elle pouvait aussi avoir les cheveux courts comme les hommes. D'accord. Mais la véritable et la première grande championne, c'est Vera Menchik, qui va non seulement jouer aussi bien que les hommes, mais va battre les plus forts d'entre eux. Au cours des années 30. Notamment aujourd'hui, la partie star qu'on va analyser, qu'on va voir de Vera Menchik, c'est quand même une victoire face à Maxev, qui était champion du monde quand même, quelques années plus tard. C'est 2-3 ans plus tard qu'il devient champion du monde en battant Alexander Alekhine, qui est quelqu'un qui a marqué le jeu d'échecs. Maxev, il a aussi été président de la Fédération internationale des échecs, plus tard dans les années 70. Et Vera Menchik l'a battu dans une très belle partie, mais elle n'a pas battu elle a battu Reshevsky, j'ai vu qu'elle avait battu Reshevsky. Oui, Golombek, Mises, tous les grands joueurs de cette époque quasiment Sultan Khan ont fait partie de ce qu'on a appelé le club Vera Menchik, c'est-à-dire le club de tous les hommes qui avaient été battus par cette femme. Ah, alors, ça s'appelait le club Le club Vera Menchik, oui. Parce qu'il y avait un joueur qui avait ironisé, il s'appelait Albert Becker, il avait ironisé quand elle avait joué son premier tournoi parmi les hommes en 1929. Et il avait dit qu'il faudrait créer un club Vera Menchik, des hommes qui seraient battus. Et il avait joué la première partie du tournoi contre elle et elle l'avait battu. Ironie de l'histoire. C'est le premier membre du club. Le premier membre du club. Il a été puni pour son excès de misogynie. D'accord. Mais c'était une chose peu évidente qu'une femme, même dans les années 20-30, joue dans un tournoi d'hommes.
Dans un premier temps, Vera Menchik, qui manifestement était douée pour le jeu d'échecs, est d'abord devenue championne d'Angleterre, puisque ses parents sont partis de Russie en 1921 pour aller s'installer en Angleterre. Elle est devenue championne d'Angleterre féminine, pour le premier championnat féminin qui a existé en 1927. Elle a conservé son titre entre 1927 et 1937 en perdant une partie sur 83 parties de championnat du monde féminin. Et en faisant 4 nuls. Une seule partie perdue. Une seule partie perdue. Ayant réussi à défendre autant de fois son titre, la situation pour elle était mûre pour enfin aller affronter les hommes, parce que c'était ça, je crois, son but. Et elle a fini, à la fin des années 20, par participer à des tournois masculins. Donc, dans ce fameux, son premier tournoi, elle l'a joué en remportant une partie contre Albert Becker. Et elle a eu des résultats très très honorables, puisqu'elle a fini deuxième à Ramsgate en 1929 derrière Capablanca. C'est pas rien. Quand même. Ouais, c'était pas rien. Capablanca, qui aujourd'hui encore est considéré comme un des plus grands champions du monde de tous les temps. De toute façon, tous les champions du monde étaient exceptionnels. Et quand on reconstitue son classement Elo, parce qu'on peut le faire en refaisant les calculs, etc. Je crois qu'il a plus de 2700 Elo, ce qui est énorme. Pour l'époque, c'est tout à fait colossal. Ça le placerait dans les 10 meilleurs du monde aujourd'hui. Encore actuellement. Donc elle a fini deuxième en Angleterre à Ramsgate derrière Capablanca. Elle a fini troisième à Maribor aussi dans un autre tournoi qui était très relevé. Au point qu'Alekhine lui-même, le champion du monde à la fin des années 30, avait dit que c'était quand même un petit peu misérable de l'obliger quelquefois à lui faire perdre du temps à jouer contre des femmes, défendre son titre de championne du monde parce qu'elle n'avait rien à faire dans des compétitions où il y avait des joueuses de second rang et qu'il valait mieux qu'elle joue avec les hommes parce qu'elle était suffisamment forte pour ça. Un conseil que du coup a pratiqué Judith Polgar. Absolument, puisque Judith Polgar, tu l'as dit, ne joue plus depuis bien longtemps de tournois féminins et elle fait partie des meilleurs mondiaux. Elle a encore fini troisième au championnat d'Europe à Aix-les-Bains l'année dernière. Donc c'est une grande championne, mais avant tout c'est un grand champion, j'ai envie de dire, parce qu'une joueuse est avant tout un joueur. Malheureusement pour Vera Menchik, elle n'a pas eu le temps peut-être de pouvoir aller au bout de sa démarche, puisqu'elle est morte tragiquement dans un bombardement allemand en 1944, dans le Kent, chez elle. Elle avait 38 ans. Donc elle n'a pas pu aller au bout de sa carrière, mais en tout cas, elle a ouvert la voie à tout un tas de joueuses qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont pu franchir les portes des clubs d'échecs et puis aussi participer au tournoi, battre les hommes et puis s'imposer petit à petit. Puisque c'est aussi un retour, je dirais un retour de bâton, en tout cas une remise au point de l'histoire, puisque les femmes jouaient beaucoup au Moyen-Âge et elles avaient disparu des clubs d'échecs au moment de l'entrée du jeu dans l'ère de la compétition. Et elles sont revenues au jeu plus récemment. Oui, avec maintenant un bel essor des échecs féminins. Oui, et des parties souvent très très intéressantes. Mais de plus en plus, je crois que là maintenant le niveau monte. D'ailleurs, il y a plus de... Au-delà des grands maîtres féminins où il y en a plus d'une vingtaine, il y a aussi de plus en plus de joueuses dans le top 100. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un Pico Nehru, il y a aussi Oyifan, il y a du monde, quoi. Je veux dire, ça pousse. Bon, on n'est pas encore à la parité. Ça dépend des femmes, là, maintenant. Oui. Mais la voie a été tracée, on peut dire. La voie a été tracée, la voie a été ouverte, et Vera Menchik a fait partie de celles qui ont ouvert la voie. On va voir quelques photos historiques de cette grande championne, précurseur des échecs au féminin. Donc, ce qui n'est pas évident, il faut se rappeler la condition des femmes, évidemment, au début du XXe siècle. Ce n'est pas celle d'aujourd'hui, ce n'est pas celle du XXIe. Donc, il faut reconsidérer aussi l'effort représenté ici dans ces conditions-là. Donc, on voit ici une première photo. Alors, c'est une photo fantastique, puisque nous avons Vera Menchik face à Alexander Alekhine, quand même pas rien. Quand même. Considéré quand même comme the big boss des années 30. Alors, au fond, à gauche de Vera Menchik, à sa gauche à elle, à notre droite au fond, on voit donc Maroczy, dont tu me dis que c'était son entraîneur. En fait. Il a été son entraîneur à partir de 1922, à partir du moment où elle est arrivée en Angleterre et qu'elle a montré des dispositions pour les échecs. Ses parents l'ont placé sous la responsabilité de cet entraîneur, qui est connu aussi pour avoir laissé son nom à une variante de la défense sicilienne, ce qu'on appelle l'étau Maroczy. Bien sûr, oui, le fameux étau de Maroczy. Et qui faisait partie des plus forts joueurs de l'époque. Quand elle finit deuxième à Ramsgate en 1929, derrière Capablanca, elle finit le tournoi devant Maroczy. Devant son entraîneur. Devant son entraîneur. C'est normal, l'élève finit par dépasser le maître. Toujours. Donc, Maroczy lui-même ici est face à un joueur, voyez, de type indien. Je ne sais pas si vous voyez à droite, c'est Sultan Khan.
un magnifique joueur qui faisait partie de ces météores indiens qu'il y a eu aussi dans les mathématiques à l'époque, dans les années 20, il y a eu Ramanujan aussi dans les mathématiques, enfin il y a eu quelques étoiles filantes indiennes d'un génie absolu. Je crois que Sultan Khan était un serviteur d'un riche anglais, je crois, absolument, et qui lui laissait en quelque sorte la possibilité de jouer quelques tournois, mais qui malheureusement Sultan Khan ne pouvait pas forcément jouer tous les tournois qu'il voulait puisqu'il devait le suivre dans ses déplacements. Je crois que c'est le joueur américain Robin Fine qui racontait qu'il avait eu la surprise aux Olympiades d'être invité chez ce riche anglais et d'être servi par Sultan Khan. Oui. Alors qu'il avait joué quelques jours avant contre lui. Enfin, c'était assez particulier. Sultan Khan est une énigme, hein, c'est un mystère. On ne sait pas où il a appris à jouer aux échecs. Il est apparu du jour au lendemain, il a battu les plus forts joueurs. Et un jour, il est rentré. Oui, mais le cas du mathématicien Ramanujan est pas mal aussi. Je crois que tous les cas des Indiens, même maintenant, on peut se poser des questions. Je veux dire, tous les Indiens sont quand même dans une sorte de voile mystérieux sur d'où ils viennent et ce qu'ils font, qui est assez difficile à percer. Donc les mystères de Sultan Khan seront peut-être l'objet d'une autre émission. Oui, un joueur extrêmement effectivement énigmatique, il faut se pencher dessus. Oui. Donc on va voir une autre photo de Vera Menchik. Voilà ici, donc ça c'est une photo, un portrait personnel. Hein. Voilà, on voit mieux à quoi elle ressemblait, elle est bien coiffée là, avec. Alors malheureusement on ne voit pas sa sœur sur les photos. Alors pourquoi je parle de sa sœur Olga? Tout simplement parce que quand Vera Menchik a été championne d'Angleterre pour la première fois, sa sœur était deuxième du classement. Donc elle a eu aussi une sœur joueuse d'échecs. Qui jouait aux échecs, ouais. D'accord, qui a profité comme les sœurs Polgar, donc qui profitent comme ça de la lignée familiale. Ici on voit un portrait, là aussi on voit bien que c'est un portrait puisqu'elle pose, hein, de Vera Menchik, mais cette fois devant un échiquier. Bon, voilà, c'est pas étonnant qu'elle ait voulu associer l'échiquier à ça. Voilà. Encore une autre photo de Vera Menchik. Bon, on voit bien la ressemblance, il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors ici, ça c'est pas une photo avec Vera Menchik, celle-là. Non, c'est une photo assez amusante, si on peut dire, qui date du milieu du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, où on voit bien que ces messieurs jouent et les dames attendent à côté. Donc ça nous montre un petit peu l'état de la société à l'époque. Une femme, de toute façon, n'avait pas, dans la société victorienne ou même dans les sociétés européennes à l'époque, le loisir de s'adonner à des pratiques ludiques et des jeux de société, puisque les hommes se retrouvaient dans des clubs qui étaient fermés aux femmes, et que les femmes étaient occupées au foyer, s'occuper des enfants, etc., etc. Donc on voit bien ici qu'elles sont là pour attendre que la partie se déroule, et on imagine bien qu'elles n'ont pas leur mot à dire non plus sur le déroulement de la partie. Heureusement, tout ça a bien changé. Donc ici, on retrouve notre Maroczy, c'est ça? Absolument, Geza Maroczy, à l'époque où il portait la moustache, comme beaucoup d'hommes à l'époque. Et c'est lui qui a fait éclore le talent de Vera Menchik, qui était déjà bien présent, mais il lui a donné sûrement quelques préparations théoriques, quelques formations pour lui permettre d'accéder au plus haut niveau. Donc entraîneur. Entraîneur de Vera Menchik. Voilà. Et enfin, on finit par ici un portrait. Alors c'est pour retracer le contexte de l'époque, bien sûr. Et ici, en particulier, le contexte de la partie qu'on va voir aujourd'hui, de Vera Menchik, puisqu'il s'agit de son adversaire, le grand Max Hub, champion du monde face à Alekhine, et futur président de la Fédération internationale des échecs. Voilà, le docteur Max Hub, un des plus grands joueurs de l'époque. Voilà. Et on va le voir donc dans une partie contre Vera Menchik. Et on va voir qu'on peut supposer qu'il a fait preuve d'un petit peu de misogynie dans cette partie. Oui, on le verra. Exactement. Alors on va voir dans cette partie effectivement typique, mais on va voir le talent de Vera Menchik. Donc je vais passer à la partie. Voilà. Donc dans cette partie historique, 1931 à Hastings, grand tournoi à Hastings, c'est un historique qui a toujours lieu d'ailleurs. Hein, qui a toujours lieu. C'est le plus grand. Pas le plus grand, mais le plus vieux tournoi du monde. Hein. Je crois qu'il y a peu d'endroits comme ça dans le monde où le tournoi est aussi ancien. C'est un tournoi qui est très ancien, dans une ville qui est un petit peu désuète maintenant, Hastings, j'y suis passé récemment. Et c'est un tournoi qui se déroule en général à cheval entre décembre et janvier de chaque année. En hiver. Qui est toujours un fort tournoi en Angleterre, sur la côte sud de l'Angleterre, et qui réunissait à l'époque les plus forts joueurs. Exact. Donc ici, Vera Menchik, année 30, 1931, face au futur, puisque c'est quelques années plus tard qu'il devient champion du monde, face au futur champion du monde Max Hub. Vera a les blancs et c'est parti, avec des cas, début fermé.
classique, et bon, une réponse symétrique avec D5. Et tout de suite, à C4, on voit que l'ouverture est moderne. Déjà, à l'époque, ben, les débuts de type fermé et moderne commencent à se populariser, puisqu'on sort quand même de l'époque romantique au 19e, hein, un peu avec les grands joueurs d'attaque à tout va, mais là c'est un peu plus positionnel. Donc C4. Et enfin, ce qui va nous déterminer l'ouverture, C6. On est dans une slave. Un coup qui a été remis à la mode relativement récemment par Vladimir Kramnik, un coup qu'on a vu jouer lors des précédents championnats du monde, et qui est très solide. L'idée des Noirs étant bien sûr, si les Blancs prennent avec le pion C4 en D5, de pouvoir reprendre avec leur pion et ramener un pion vers le centre. Voilà, et ne pas jouer E6, qui est plutôt le gambit dame classique, pour laisser la possibilité au fou C8, pourquoi pas, de sortir en F5 ou G4. Donc les Noirs vont essayer d'attendre au maximum de voir comment les Blancs se développent avant de décider de fermer ou pas la diagonale de ce fou pour pouvoir le sortir. Donc ça donne plus de souplesse par rapport à ce fou que le coup E6. Par contre, évidemment, le coup libérateur C5, eh bien, on reportait à plus tard, parce que avec E6, on veut jouer C5 vite aussi. Bien sûr. Donc cavalier F3, bon, très bien. Cavalier F6. Cavalier C3, Vermenchik pour l'instant pratique les principes sacrés de l'ouverture, les cavaliers avant les fous, contrôle du centre. On voyait qu'on a poussé le pion C pour faire pression avant de sortir les cavaliers. Elle n'a pas peur ici d'une prise sur C4 puisque ça lui permettrait d'envahir le centre par E4 et pourquoi pas ensuite E5. Donc elle sait déjà faire les gambits classiques, il n'y a pas de problème. Donc D prend C4. Il faut faire attention ici. Alors bien sûr, on peut jouer E4. On peut jouer E4, c'est très dangereux. C'est un peu le standard d'aujourd'hui de pousser le 4 tout de suite et puis de laisser faire. Et là, Vermenchik joue un peu plus prudent, une autre variante tout à fait jouable aussi, qui est l'autre possibilité. Parce que si on joue E4, évidemment, on se heurte entre guillemets à B5 qui protège le pion C4, mais qui laisse pousser E5. Après cavalier D5 et puis cavalier E4, les blancs ont un gros avantage central, mais un pion de moins. Bon, c'est un pion de côté. Bon, mais on peut choisir aussi de dire, ben non, je ne veux pas laisser un pion de plus, je préfère patienter un peu, je joue A4. Donc j'empêche simplement B5, on peut plus prise, donc on ne peut pas pousser B5. Donc là, par contre, la contrepartie d'avoir joué E4, c'est que les Noirs peuvent profiter de leur idée d'ouverture ici, d'avoir joué C6, c'est de ne pas avoir bouché le fou C8 par E6 au tout début, puisqu'on peut jouer fou F5. On fait deux choses ici. On développe le fou. Et on empêche le 4. Et on empêche le 4. Voilà, on contrôle ici. A noter que souvent, le coup de sortie du fou est contrecarré par la dame qui vient attaquer B7. Et il y a un problème sur les cases blanches ici, pas facile à résoudre. Mais on ne peut pas. Ici, il y a un pion. Donc, coup fort et suffisant de Max Euwe ici, fou F5. Donc, très joli. Réponse tout à fait standard de Vermenchik et classique. E3, maintenant très vite, il faut aller reprendre le pion donné. Évidemment, bon, ben, on a accepté de ne pas pousser E4 tout de suite. On a quand même une majorité centrale, on a 2 pions contre 1. Donc on peut envisager de pousser E4 plus tard. Et on joue E3 dans l'idée de prendre C4 et simplement d'avoir sorti le fou, en plus d'avoir un petit œil sur cette diagonale. Et d'être prêt à roquer. Cavalier A6. Bon, coup normal de Max Euwe, il sort le cavalier. Pourquoi en A6? Eh bien parce que comme les blancs jouent à 4, on a ici une case qui n'est plus attaquée par un pion, donc c'est qu'une case faible. On va pouvoir venir sur la case B4. En venant B4, éventuellement, on pourrait surcontrôler D3. On peut aussi surcontrôler C2 avec la fameuse fourchette roi. Et puis quand on est sauté ici en B4 avec le cavalier, on peut surprotéger le cavalier par A5 avec une belle position. Vous voyez que les blancs n'ont pas l'équivalent d'aller mettre leur cavalier sur une case comme ça. Donc ils profitent de cette faiblesse-là. En contrepartie, attention, ils ont 2 pions contre 1. Il y a un seul coup ici vraiment acceptable, c'est simplement fou prend C4. J'élimine le pion C4, il n'y a plus de faiblesse sur la case D3. Et sur cavalier B4 qui menace la fourchette, il suffit d'éviter l'échec par le coup naturel petit roc. C'est fini. Et là, peut-être le coup naturel aurait été de jouer à A5 ici pour les noirs, pour consolider
le cavalier B4. Oui, parce que le cavalier noir en B4 est sur un bel avant-poste. Hein. Il ne peut pas être chassé. Il ne peut pas être chassé tout de suite. Sauf par une pièce. Voilà, mais si on ne joue pas à 5, on peut se heurter à A5 de la part des blancs. Et il n'est pas très stable, ce cavalier, quand même, hein, parce qu'il peut être attaqué par des pièces. Si on joue à 5, c'est fini. On ne peut plus rien faire contre lui. Il est devenu trop fort. Bon, E6. Bon, c'est pas mauvais non plus, bien sûr, on ne va pas dire que c'est mauvais. Donc E6, c'est bien. Alors, l'idée de 6, c'est pas tellement de protéger ça, mais surtout de pouvoir sortir le fou F8 et enfin de préparer le roc. Peut-être A5, d'abord E6, pourquoi pas A5 plus tard, hein. On va voir. Ici, Veramenchik joue cavalier E5, coup naturel, et on a fini le roc. Bon, mais ma foi, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il n'y a plus que le fou là à sortir, mais pour l'instant il est un peu bloqué ici, c'est pas forcément terrible de le mettre en D2. Cavalier E5, on a un cavalier au centre, et puis on peut menacer, regardez le truc classique, c'est jouer F3. Hein, on joue ici contre les cases blanches, contre le cavalier F6, mais aussi on joue pour pousser E4. Et une fois qu'on a joué E4, on a un très beau centre, et on peut sortir le fou en E3, en G5, on a un très beau jeu. Donc E5, pourquoi pas, un cavalier E5, ça peut être joué en conjonction avec ce genre de coup. Bon, Maxov, pour l'instant, ne veut pas jouer à 5 toujours, hein, je sais pas. Moi, j'aurais joué à 5, je pense. Même le coup d'avant, mais bon, peu importe. Cavalier, non, pardon, alors, petit roc E6, cavalier E5 et fou D6. Pour préparer le petit roc, bien sûr. Fou D6. Alors, on peut menacer de prendre en E5 aussi. Attention, parce que ça pourrait casser la structure des pions blancs. Ça peut être une idée, mais on prépare surtout le petit roc. Bon. Pourquoi aller venir en E7 alors que les blancs ne peuvent pas jouer fou G5, c'est pas utile. En D6, on est plus actif. En transparence du cavalier, s'il bouge un jour, on peut attaquer la case H2, pourquoi pas. Et alors, joli coup là de Veramenchik, tranquille, moi j'aime bien. Très positionnel. Ouais, super. Alors ça c'est super, c'est un très joli coup. Dans l'esprit de la position, pourquoi? E4. C'est-à-dire qu'ici, la dame E2, non seulement permet, pourquoi pas, à la tour D1 de faire un vis-à-vis tour dame, donc commence à connecter les tours, mais surtout, protège la poussée E4, même alors en évitant F3, c'est pas si mal. Donc c'est très bien, c'est dans l'esprit de la position, ça veut dire qu'elle a parfaitement compris tous les éléments positionnels modernes. Hein. Oui. Dans un tournoi moderne, tout ça c'est correct. Hein. Alors qu'est-ce qui se passerait sur fou prend E5 ici? Alors fou prend E5 serait envisageable, pourquoi pas. Simplement on prend et ça crée déjà du problème sur le cavalier E6 et puis ça fait rien contre la poussée E4. Voilà. Alors sur par exemple un coup comme cavalier E4, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Simplement on pourrait prendre, on peut prendre le cavalier, fou prend et pourquoi pas effectivement le classique dame G4, attaque le fou et le pion G7. Voilà. Ce qui oblige fou G6. Tu obliges fou G6 et là regarde on peut envisager pourquoi pas fou prend E6. Intéressant. Pourquoi? On a dit, mais c'est un sacrifice. Oui, mais regardez, hop, il y a le cavalier derrière. Hein, donc ce genre de choses. Attention, là, les noirs sont quand même un peu sont pas finis de développer. On peut aussi jouer tour D1, attaquant la dame. Où va la dame? Hein, alors si la dame vient en C7, c'est bien, mais ça n'empêche pas. Fou prend E6, c'est même pire parce que menace aussi échec. Menace aussi, pourquoi pas, tour D7. Et si on prend, eh bien, dame prend B4 et le roi ne peut même pas roquer, puisque la dame empêche le roc de ce côté et la tour empêche le roc de l'autre côté. Donc, conclusion, après dame 2, fou prend D6. Fou prend 5, oui, c'est pas forcément le meilleur coup. Fou prend E5, pardon, oui, fou prend E5, pas fou prend D6. Fou prend cavalier n'est pas bon pour toutes ces raisons. Attention, un cavalier en l'air. Donc ça va dans le sens de ce que je disais. Hein, moi j'aime bien consolider mes pièces d'avance. Hein, je veux dire, c'est pour ça que 5 quand même, ça m'aurait plu. Alors au lieu de quoi? Alors là, il pourrait encore jouer avant de roquer parce qu'il n'est pas pressé. Hein. Il peut tenter à 5, pourquoi pas. Bon, mais il y a E4 bien sûr. Hein. Il est sous pression, hein, là ici. Hein. Il n'a pas forcément. Peut-être que Euv n'a pas aussi bien compris finalement ce système positionnel que Veramenchik ici dans cette position. Peut-être que comme il ne comprend pas les idées, il fait des gaffes. Oui. Donc déjà il me semble, moi dans cette position c'est le genre de position où on aime jouer à 5, c'est le coup naturel. Il faut consolider on voit dans la combinaison qu'on vient de voir à quoi ça sert d'avoir consolidé ce point. Au lieu de quoi, regardez, Euv fait alors une gaffe, je
je pense qu'un joueur un peu chevronné pourrait éviter cette gaffe quand même. Hein. Non? Oui, parce qu'il n'a pas roqué, le roi est toujours au centre. Alors le roi est toujours au centre, c'est le bon moment pour éventuellement roquer. Alors, pourquoi pas, on peut jouer à 5. Attention quand même, hein, parce que la dame est face au roi. Faut pas non plus, faut pas laisser exploser le centre comme ça. Mais là, il se lance un petit peu tôt, sabre au clair, parce que la poussée C5 est point crucial. intéressante. Voilà, point crucial. Elle est intéressante, mais simplement, elle laisse la possibilité au blanc de jouer fou B5 échec. Exact. Alors c'est le point, il faut quand même s'arrêter là-dessus. Point crucial de la partie. Au lieu de roquer, au lieu de éventuellement consolider son point d'avance ici, eh bien, Euve se lance dans une aventure risquée. Il joue le coup C5. Peut-être qu'il... En fait, on peut se dire aussi, peut-être qu'à ce moment-là, il se dit, bon, mais j'ai pas l'avantage. Je me vois mal ne pas gagner la partie face à Veramenchik parce que j'ai pas envie de jouer le tournoi dans ces conditions. Ça va être difficile. Et il se lance un peu à l'abordage pour essayer d'en finir, quoi, et d'essayer de déstabiliser la joueuse. Bon, C5 est un coup quand même un peu olé olé, parce que vous voyez bien, bon, au départ le pion était en C6, c'était pour limiter les poussées. Bon, il joue C5, pourquoi pas, mais il faut attendre le bon moment pour le faire. On n'a même pas roqué, on n'a pas consolidé vraiment encore la position de notre avant-poste, et puis surtout, Vera saute sur l'occasion, parce qu'il y a surtout, paf, fou B5, ouch. Alors ça fait mal parce que échec. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Parce que si on met le cavalier devant, fou prend, gagne une pièce, ou le cavalier prend, pièce nette. Et si on met le cavalier B4 en C6, cavalier prend, pion prend, fou prend échec, et on ramasse la tour. Et on ramasse la tour avec un gain net. Cavalier, une qualité nette d'avance. Donc Euve n'a plus le choix, il doit jouer le coup roi E7. Alors c'est peut-être ce qu'il voulait jouer, il se dit finalement mon roi n'est pas plus mal ici, j'ai connecté mes tours. Le roi est quand même en vis-à-vis de la dame. Hein. Le roi est quand même vis-à-vis de la dame, les pièces blanches sont toutes développées, le centre n'a pas été consolidé, j'ai un cavalier qui n'est pas clairement à l'aise. Hein. Je peux faire sauter tôt ou tard ce pion et ce cavalier est sans défense, il est en avance mais il n'est pas protégé. Et surtout, ça n'empêche pas E4. Et surtout, ça n'empêche pas le fameux E4 dont on a parlé depuis le début, qui est quand même un monstre d'attaque. Qui va libérer le fou, le fou C1 qui va pouvoir aller en G5, avec un clouage du cavalier sur dame et roi qui n'est pas très plaisant. D'ailleurs, magnifique coup d'attaque derrière de Veramenchik qui ne s'en laisse pas compter. Je lui dis mais écoute, ton roi il n'est pas top parce que tu vas voir. Regarde bien, pouf. Et alors là, ça fait mal. Parce que là, maintenant, ça y est, elle y va, direct. Elle attaque, le fou F5, elle prend position sur le centre. On voit que ce pion, il a presque envie d'avancer en E5 pour attaquer fou et cavalier. Alors on me dit, il y a un cavalier là, oui, mais justement, je peux l'enlever, créer des menaces et pousser E5 derrière. Il y a énormément de menaces. Il y a un roi en face de la dame, ça fait peur. Moi, je n'aimerais pas jouer avec les noirs cette partie, ou alors uniquement pour lancer un défi, pour voir si l'adversaire est capable de gagner. Mais c'est quand même pas une position agréable à jouer. On ne peut pas dire que c'est un début réussi. Non, là, il y a quasiment une pièce de perdu déjà, puisque le fou... Alors qui est attaqué, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Imaginons le coup ici, c'est prendre D4. On va essayer de suivre une variante quand même. C'est prendre D4. Bon, tu m'attaques un fou, mais je contre-attaque sur le cavalier. On prend. Je prends quand même. Et sur pion prend C3, qui contre-attaque ici. Cavalier F7, cavalier prend F7. Je peux envisager, exactement, cavalier prend F7. Ça fait mal quand même ici. Pion prend et dame prend échec. C'est une possibilité. Mais je peux aussi envisager tout simplement pion prend E6. C'est bien aussi. Puis on prend E6, je ne peux pas prendre avec le roi, puisque le cavalier bouge, échec par la dame, et le cavalier ensuite va prendre la dame noire. Et si je prends du pion, j'ai quand même, regardez ici, il suffit que je prenne là, et j'ai ici, je vais pouvoir doubler, je vais pouvoir sortir le cavalier et aller prendre 6 avec un quasi-mat. Ça sera très dur pour les noirs, là. Hein. Ouais, ça fait quand même mal. Hein. Donc là, on ne peut pas dire que là, cette position soit enviable. Le roi est quand même en plein dans la bataille, en plein milieu des forces ennemies, devant une colonne semi-ouverte, une pression terrible sur lui. On peut dire que la partie est presque disons que des grands maîtres actuels n'accepteraient pas de jouer ça. Hein. Je ne pense pas que Kasparov ait ce genre de position dans sa préparation avec les noirs.
Donc, E4, très fort coup. Hein. C'est fort parce qu'il y a quand même plein de combinaisons ici. On peut prendre en E5. Mais... Alors évidemment, s'il faut prendre E5, simplement on reprend du pion, on a 2 pièces attaquées. Et voilà. Et c'est perdu, on en perd une. Donc fou G6. Rare coup encore possible. Et là, regardez, c'est simple. Cavalier prend. Cavalier prend échec. Et après, échec au roi, hein, bien sûr. Donc on prend du pion et ça y est. La fourchette. Ça fait mal. D6, F6, fourchette avec échec. Hein. Oui, alors c'est pour ça que C prend D4 ne suffit pas. Alors il joue quand même C prend D4, Maxov. Il contre-attaque le cavalier, mais... ah ouais, alors c'est très joli ce qu'elle joue d'ailleurs après derrière, parce qu'elle ne le reprend pas tout de suite. Non, elle ne prend pas tout de suite. Elle joue tour D1. Pas mal tour D1. Regardez, elle prend pas tout. Elle aurait pu prendre la pièce avec échec, mais non, elle prend tour D1 en disant bah, écoute, vas-y, prends. Parce que si tu prends, bah, simplement, regarde, je vais faire tour prendre D6, attaque la dame, et après, éventuellement, je te prendrai. Je te prendrai avec un roi ici qui va se prendre fou F4. Alors imaginons par exemple ici que la dame joue en C8. Allons-y. D'accord ? On peut éventuellement alors prendre en F6 ou même on peut même prendre en C3. Oui, non, prendre en C3 c'est encore plus fort. Parce que si on prend en C3, cavalier par exemple en D5, il y a dame prend C3. Et là, regarde, c'est énorme ici, paf. Ouch. C'est-à-dire qu'on menace tour échec, enfin tour bouge en C6 et le fou fait échec. On peut aussi prendre le cavalier avec échec. Enfin, regardez, ce roi, il est hors jeu, quoi, totalement hors jeu. C'est tout à fait pas jouable, c'est complètement pas jouable. Donc ici, c'est prendre les 4 tours D1, c'est très très fort. C'est très très fort. Donc, la menace est plus forte que l'exécution. Non, mais c'est une partie magnifique parce que elle ne se presse pas pour prendre l'avantage, elle joue des coups encore plus forts que de prendre l'avantage direct, elle va chercher les coups dynamiques. C'est le genre de coup qu'on verrait voir jouer un Kramnik ou un Anand moderne. Quoi. Je veux dire, il ne se précipiterait pas forcément sur la prise immédiate, il jouerait des coups intermédiaires qui renforcent encore plus la pression sur le roi ennemi. Qui permettent de gagner la pièce sans perdre l'initiative ni la dynamique. Exactement, tout à fait. Donc, alors ici, Eve se résout à sortir le fou du vis-à-vis pour que la dame ici protège le pion D4. Mais par ailleurs, ça cloue le pion et le cavalier C3 des blancs devient imprenable. Voilà, le cavalier est imprenable. De toute façon, ils savaient qu'ils avaient perdu une pièce, hein, de toute façon. Elle n'a fait que rajouter de la pression intermédiaire. Et maintenant, Veramenchik prend en F6. Alors, il faut prendre du pion G, on ne va pas mettre le roi encore plus dans les courants d'air en F6. Et là, simplement, attention, hein, parce qu'après échec, reprise, il y a une petite menace quand même de Maxeux, il ne faut pas l'oublier. Attention, ici, ça serait dommage de gâcher cette magnifique position par un oubli. Donc, elle joue le coup tranquille, G3. Donc, à noter, il n'y a plus de mat du couloir. On a totalement annihilé l'attaque ici sur cette colonne. Donc, c'est à Maxeux ici de jouer. Alors, il choisit de jouer A6. Alors A6 pour faire sortir ce fou. Alors attention bien sûr, parce que si les blancs par un artifice arrivaient à ouvrir cette colonne D, si la tour venait en D7 protégée par le fou faire un échec, ça serait mortel. Donc en jouant A6, on s'enlève un fou qui contrôle des cases importantes dans le camp ennemi. Mais elle ne se précipite pas encore une fois, elle joue fou E3. C'est magnifique, le nombre de coups intermédiaires qu'elle sort dans cette partie. Hein. Fou E3, donc alors évidemment, qu'est-ce qui se passe sur pion prend fou? Eh ben on a fou prend D4. Bon, on pourrait faire tour prend D4. On pourrait faire tour prend D4. Ça serait un peu plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué parce qu'il y a le... Ah oui, mais ça serait quand même fort. Hein. Ça serait quand même fort, mais fou prend D4 semble encore plus fort. Ouais, c'est encore plus fort. Fou prend D4. Parce qu'on menace plusieurs choses. On menace fou C5, échec, menace de la dame et attaque du cavalier qui traîne en B4. On attaque à la fois la dame D8 et en plus on menace de prendre en plus le cavalier B4. Et hein, on menace de l'autre côté, fou prend F6, échec. Ouais, on menace beaucoup de choses. Et si les noirs ici faisaient un coup comme, imaginons roi 8 pour éviter l'échec, hein, mais dans ce cas-là il y aurait quand même fou C5, la tour attaque la dame et la dame ne peut pas vraiment défendre, elle ne peut pas du tout même défendre le cavalier, elle n'a pas de coup pour défendre le cavalier. Il faut qu'elle sorte de l'attaque, elle n'a pas beaucoup de choix, il faut qu'elle vienne ici ou ici. Et simplement on va reprendre la pièce avec un gros avantage puisque le roi est encore plus aux fraises, j'ai envie de dire. Hein. Il est coupé, regardez, en plus il a coupé les tours, hein, donc il est sur la 8e et tout, c'est pas bon. Donc fou E3, donc qu'est-ce qu'on a dit? Alors sur A prend B5, fou prend D4, qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre?
Sur fou prend D4. Il y a sûrement fou D6, quelque chose comme ça. Alors il y a la possibilité, oui bien sûr, de jouer fou D6. Ça c'est oui, c'est le coup le plus naturel. Donc fou D6, on bouche l'attaque tour. Apparemment, on bouche l'attaque tour dame et en plus on donne une petite protection au cavalier B4. Mais on peut quand même jouer fou C5. On peut quand même jouer fou C5. Ouais, de toute façon, on peut quand même jouer fou C5, puisqu'après fou prend C5, tour prend dame, et toujours avantage, surtout qu'il peut suivre derrière dame prend B5, attaque le fou, attaque le cavalier. Le pion B7, enfin tout. Voilà. Donc c'est quand même très très mal parti. Donc après fou E3, eh bien, il se résout, le Max 1 va jouer fou B6. Alors sans doute fou B6, pourquoi? Pour deux raisons. Un, il protège bien sûr D4, et deux, il se ménage une sortie pour la dame, parce qu'il commence à comprendre que finalement ce vis-à-vis est intenable. Ça devient pénible. Voilà, donc fou B6. Et là maintenant c'est l'heure pour Vermenchik de jouer fou C4. Tranquillement. Donc là, et ça y est, Maxev commence à comprendre aussi qu'il vaut mieux qu'il enlève le roi du vis-à-vis par rapport à la dame. Enfin, il aurait mieux fallu qu'il s'en occupe avant. Oui. Et enfin, maintenant, regardez, ça c'est joli. Donc cavalier E4. Eh bien, l'idée de cavalier E4, elle est simple, c'est qu'on commence à faire pression aussi sur le pion F6. On a une pression sur les cases du côté noir ici aussi. Donc, il faut maintenant prendre des mesures du côté noir contre ça en plus du reste, et ça devient pénible. Notamment sur cavalier E4, on peut aussi envisager des dames F3 qui font pression sur F6. Si les noirs jouent F5, ben, toutes les cases noires ici sont totalement sous pression. Le fou va se balader, il y a plein de choses à faire ici. Et sur F5, on a fou G5 par exemple. On peut avoir fou G5, on peut avoir cavalier aussi G5, ça peut être très très dangereux, avec des menaces de fou prend E6, suivi de cavalier prend E6, fourchette roi-dame, la fameuse fourchette royale. Voilà. Très joli, donc roi G7, il comprend ça, Maxev. Alors c'est long tout ça, il aurait mieux fait de roquer, vous voyez le nombre de coups qu'il a perdu, 1, 2, 3, alors qu'un coup, la tour était en jeu. Là, en jouant ça, il permet d'envisager de mettre sa tour en jeu. Il met une petite défense avec le roi sur le pion G6, mais on n'aime pas trop défendre... Non, défendre un pion avec le roi, c'est toujours dangereux, parce qu'il peut y avoir des sacrifices d'attraction. Ah oui, ça fait peur, parce que là, on a presque envie de faire un cavalier pour G6, là. Mais bon, c'est un peu tôt, parce qu'il y a la dame, mais ça... On peut pas mettre sous-jacent. On ne peut pas mettre une tour à la défense. Le fou, pour l'instant, il est pris là, il ne peut pas aller venir en défense. Et le cavalier, il peut être pris à tout moment s'il vient en D5. C'est un point pénible là. Alors, tour AC1, tranquille, c'est joli. Elle met sa dernière pièce en jeu. C'est magnifique cette partie. En termes de standard, de comment battre un joueur qui joue très très mal les principes d'ouverture, elle est magnifique. Alors tour H5, alors ça c'est un joli coup de manœuvre de Eve, puisqu'il met en jeu une tour qui est un peu hors jeu, pour essayer de contrôler des cases centrales. Donc ça c'est bien, elle peut revenir en jeu, pourquoi pas en F5 pour tenir le pion F6, ça peut être bien. Bon, on n'aime pas trop mettre en jeu des tours trop loin, parce qu'elles sont au contact des pièces mineures, donc on n'a pas envie d'échanger une grosse pièce lourde, essentielle en fin de partie contre une pièce légère, mais de toute façon il n'a pas le choix, il ne faut pas oublier qu'il quand même il a une pièce de moins. Mais en échange de la pièce de moins, bon, il a quand même 2 pions. Oui. Il a 2 pions centraux. Bon. Et puis un semblant de début d'attaque sur le roc blanc. On peut imaginer qu'il y a peut-être le projet de doubler les tours, ou de jouer la dame en C7 et de jouer tour il peut jouer dame C7, tour A. Oui, c'est vrai, c'est possible, effectivement. Ou dame H8 aussi. Il peut essayer, mais attention, s'il met trop de pièces là, c'est le roi noir qui va en pâtir aussi. Ça peut être très dangereux. Notamment, il y a dame F3, attention. Ouais, il y a tour F5, bien sûr. Bon, il y a encore un peu de jeu pour les noirs, c'est pas totalement perdu, ils sont moins bien sûr, mais c'est pas totalement perdu. Alors fou F4, fou F4. Alors évidemment, comme elle a mis le cavalier E4 et qu'on a vu qu'elle contrôlait la case D6, on voit tout de suite l'intérêt de fou F4. On peut envisager des cavaliers D6 pour attaquer B7, pour attaquer F7, parce que si on attaque F7, roi prend, dame prend, soutenu par le fou, c'est mat. On va faire mat en F7. Ça va être terrible. Donc attention, attaque sur le pion. Et par transparence, on protège H2. Oui, c'est vrai. On a un petit œil, pourquoi pas, sur H2. Ça peut jouer un rôle. Par exemple, sur dame H8, on pourrait envisager G4, attaque la tour et protège H2 avec le fou. Pourquoi pas, Pas forcément le mieux, mais on ne sait jamais. E5, alors elle oblige
Alors ça, c'est toujours mauvais quand on a des pions doublés là, en paquet comme ça, de les bouger. Là, parce qu'en jouant ce coup, on affaiblit cette diagonale. Donc ça y est, on tape ici là, avec les blancs aussi sur la case F7, qui est quand même ici le point névralgique de la position noire. Hein. Si on arrive à faire sauter ça, c'est mort, hein, c'est perdu. Elle oblige à jouer E5. Donc c'est voilà, G4, c'est magnifique. C'est super bien joué. Alors si les noirs prennent ici, il y a des pions triplés, c'est l'horreur. Et en plus, on prend la tour. On prend la tour. Et là, la tour, qui était venue là aussi pour contrôler l'échiquier de façon transversale, elle est obligée de revenir à la maison. Elle est obligée de revenir en arrière. Donc c'est superbe. C'est très bien joué, puisque fou G3. Donc c'est magnifique, parce qu'elle a joué fou F4 en ayant vu que sur E5, il y avait G4. Et la tour est obligée de partir. Elle a un magnifique poste en G3, puisqu'à la fois ce fou est défensif. On a mis un pion bien potentiellement au contact de l'ennemi. D'abord, ça contrôle peut-être la poussée F5, mais aussi ça peut aider à la poussée G5 qui peut faire casser totalement la chaîne de pions ennemis. En cas de prise, évidemment, c'est le fou qui revient, échec au roi, et il y a tout qui saute. Donc ce pion peut être un bélier totalement destructeur. C'est une très belle position, hein. C'est très très bien joué. Le cavalier, vous regardez comme il est magnifique ici en termes de pression. Ce fou est superbe. Alors, regardez en échange de quoi le fou est passif, ce cavalier est hors jeu. Il est en l'air en plus. Il est en l'air, ça veut dire qu'il est protégé par rien. Il peut faire l'objet d'une prise de fin de variante. Cette tour est à peine active et celle-là est totalement hors jeu. Et là, on a même la menace cavalier F6 direct, hein. Cavalier prend F6. On a la menace, tout à fait, ouais, bien vu, cavalier prend F6, parce que imaginons que les noirs jouent un coup, tiens, on va faire un coup comme A5, tiens. C'est pas l'heure de jouer A5, parce que regardez, cavalier prend F6. Ouch. Pourquoi? Parce que sur roi prend F6, dame prend E5, mat, le roi n'a plus de case, il est mat, la dame est protégée par le fou, et le roi, s'il retourne, il est toujours en échec par la dame, il est en échec partout. Et si la dame prend... C'est le fou qui prend. Ouais, très joli, bien vu, Jérôme, magnifique. C'est magnifique. Fou prend E5 avec attaque de la dame et clouage, hein, bien sûr. Clouage. Le clouage royal. Et on gagne la dame et la partie avec. Ouais, très bien vu. Elle est pleine de possibilités cette partie-là. Donc dame E7, n'empêche pas cavalier prend F6. Hein. Ouais. Elle ne le fait pas d'ailleurs. Elle ne le joue pas. Bon. Alors, elle aurait pu le faire. Hein. Donc elle aurait pu ici faire cavalier prend F6 avec à toi de jouer. Oui, parce qu'ensuite, évidemment, on se doute que les noirs ne vont pas prendre ni avec le roi ni avec la dame, mais ça n'empêche pas ensuite de faire fou prend E5. Hein. Ça n'empêche pas de faire fou prend E5, d'autant que le cavalier 6 contrôle la case E8, donc on va pouvoir prendre une tour qui viendra ici, et ça menace aussi cavalier D5 qui fait une clouage, enfin une fourchette dame. Cavalier prend F6, c'est mortel. Hein. C'est affreux. Bon, elle ne le voit pas apparemment. Hein. Donc là, elle joue cavalier D2. Bon, cavalier D2, alors c'est pas mauvais. Cavalier D2, c'est moins fort que cavalier prend F6. C'est dommage qu'elle n'ait pas vu ça. Mais ça reste fort, puisque après tour H, E8, bon, logique de E, ça y est, il met en jour enfin sa tour. Ça y est, bon, il a vu que par là ça ne marchait pas. Il est venu de l'autre côté. Tâtonne, hein, il tâtonne un petit peu. Il tâtonne beaucoup, parce que le roi d'abord il dit tiens, je vais aller là, puis finalement je vais aller là. La tour, je vais là, puis finalement je vais là. Mais il perd du temps. En attendant, les blancs n'ont perdu aucun temps. Hein. Et là, regardez, alors l'idée de Veramenchik, elle est fine, puisqu'elle joue dame E4. Elle a remplacé, en fait, elle s'est dit, après estimation, que la dame ici serait mieux que le cavalier. Donc elle ne se presse pas, elle enlève le cavalier dans une position qui n'est pas si mal parce qu'elle peut peut-être le recycler, ce cavalier sans doute, sur la case F3. En F3, elle rajoute de la pression sur E5, elle donne de la puissance au coup G5. G5, je fais sauter F6, ou si on prend, ça me permet d'aller prendre le pion central. Et si le pion central tombe, l'autre pion va tomber aussi, avec invasion ensuite des pièces blanches qui, rappelons-le, sont surnumérées. Donc il va y avoir un souci. Donc dame E4 sur les cases blanches. Dame D7. Bien, alors ça c'est bien joué, tranquille. Alors, on met la dame sur D7. Maintenant cette fois c'est les noirs qui ont vis-à-vis tour dame. Bon, il y a un pion ici. Et là voilà, F3. Donc en fait là, même si elle n'a pas pris un F6 qui était peut-être un tout coup tactique plus fort, cette variante n'est pas forcément moins bonne parce qu'elle a fait, j'ai presque envie de dire, une combinaison karpovienne parce qu'elle a recyclé le positionnement de ses pièces en 2 coups. Cavalier D2, dame E4, cavalier F3, 3 coups, bon. Elle a replacé, elle a vu une façon d'améliorer en fait la position de ses pièces. A noter qu'ici en E4, on contrôle toujours G4, le cavalier F3 fait pression sur la chaîne de pions noirs, il n'y a plus qu'à ça à faire sauter. Or, elle a tout fait pour mettre en place le verrou, le déverrouillage. Dame C6. Alors là, tentative. Alors F comprend que
c'est intenable. Il joue dame C6 en essayant de soulager son camp par des échanges. Bon, et Veramenchik se consent aux échanges. Dame prend C6, cavalier prend C6. Les noirs respirent un peu ici. Oui, ouais. Mais en même temps, ils échangent des pièces. Et comme ils ont une pièce de retard, oui, exactement. C'est quand même un souci. C'est quand même un souci. Donc fou D5, ça c'est très joli, tranquille. Attaque, alors menace, carrément, fou prend. Alors même si les tours viennent défendre, on peut prendre, puisque ça crée un pion doublé, enfin un pion isolé. On peut envisager de prendre. Bon, on va voir, on peut aussi envisager après tour à C8, fou E4. Voilà, elle a remplacé la dame par le fou. Elle tient absolument à avoir une pièce ici. Elle a raison. Hein. C'est très important parce qu'il ne faut pas que les noirs puissent pousser E4. Ouais. Ça donnerait du poids à leurs pions centraux, ça redonnerait vie à leurs pions. Tout à fait, c'est vrai. On peut se demander d'ailleurs si Hub n'aurait pas eu intérêt ici à jouer E4 à jouer direct. quand même E4 pour essayer de se donner du jeu. Puisque sur E4, bon, bien sûr, il perd un pion. Après, fou prend C6, B prend C6. Non, c'est pas possible. Il perd le pion central, c'est pas possible. C'est pas possible parce que même E3, là, c'est pas. Non, ça ne menace rien. Il y a le fou de toute façon qui protège. On va perdre encore le pion C6. Non. Ça ne suffit pas. Il peut pas. Donc là, après fou D5, il faut qu'il protège, il n'a pas le choix. Et fou E4. Donc tour C7. Bon, pourquoi pas, tour C7. Alors peut-être qu'il veut doubler, hein, sans doute. Pourquoi pas. Je vois rien d'autre de toute façon. Alors soit doubler ici, soit doubler là, je pense que plutôt de l'autre côté. Et cavalier E1. Alors encore une manœuvre tranquille. Cavalier E1. Pour venir évidemment en D3, elle crée ce qu'on appelle des bloqueurs. Voilà, le cavalier bloqueur en D3, qui va non seulement empêcher l'avancée du pion D, et qui va aussi protéger la case C1 en cas de doublement des tours. Ça fera toujours au moment des échanges. Tout à fait. La pièce qu'il faut pour aller récupérer après les échanges la tour C1. Exactement. Donc elle recycle ses pièces tranquillement, une par une. Elle ne se presse pas. Tour EC8 et là, cavalier D3, tranquillement. Cavalier E7 de Hub. Alors Hub, pour lui, c'est le moment. Il faut essayer de soulager la pression. Alors regardez, quand même, plus il y a d'échanges malheureusement pour lui, plus la différence de pièces va avoir lieu. Bon, il y a un pion pour la pièce, mais pour l'instant, les blancs ont manœuvré expressément dans le but de justement d'empêcher tout avantage de mouvement de pion. C'est-à-dire cette masse de pions est immobilisée, notamment par ces deux pièces, et le cavalier est toujours un excellent bloqueur. Donc, tour prend C7, et roi F1. Ah, c'est superbe. Moi, j'aime beaucoup là, cette partie. Roi F1, donc c'est très joli. Alors, ça s'enlève pourquoi pas, de ça, mais surtout, ça ramène le roi près du centre. Elle joue avec une grande maîtrise des principes du jeu, magnifique. Donc, tour C4, et là, tranquille, pouf, pas de problème. Il dit, ok, tu veux me prendre le pion A4, je te prends le pion B7. Et ça m'ouvrira la colonne C. Et ça m'ouvre la colonne C. Donc en fait, c'est un mauvais calcul d'Hub, puisque en échange de quoi les blancs maintenant possèdent la colonne, elle comprend pas, elle a une parfaite. Alors on est en 1931, c'est quand même pas la théorie des échecs des années 80-90 avec les ordinateurs, les bases de données, etc. Donc il faut appliquer des principes fondamentaux, mais là ils sont extrêmement bien appliqués. Prise de possession de colonne ouverte, rapprochement du roi près du centre, il y a tout un tas de facteurs qui sont mis en œuvre aussi dans cette partie. Donc là, G5 pour Hub. Alors je pense qu'il veut empêcher qu'elle le joue elle-même. Il veut empêcher, oui, tout à fait. C'est embêtant. Il veut empêcher. Alors l'avantage de G5, c'est que ça tue un peu le fou. Ce fou est mort pour l'instant. Bon, il peut être recyclé. On peut jouer F3, fou E1 et après venir par exemple en B4. Il serait magnifique en B4. Donc c'est vrai que le coup G5, effectivement, de la part des noirs, empêche que les blancs jouent eux-mêmes G5 pour casser et menacer par exemple des fous prendre D4 qui laisseraient le pion D4 totalement isolé. F3, vous voyez, donc c'est exactement ce que je disais, donc c'est pas grave. En jouant F3, elle a les pions qui empêchent les avancées et au besoin, elle aura la possibilité de recycler son fou, donc qui n'est finalement pas vraiment enfermé. Avec ces deux pions F3 et G4, elle en contrôle quasiment 4. Les pions G5, E5, 4, 5 pions quasiment. Avec l'aide du cavalier et deux pions. Ouais, tout à fait. Tout est verrouillé. Tour A2. Mais alors tour A2 menace rien parce que le pion B2, il a encore le. Vous voyez qu'il est magnifique le bloqueur. Il est à la fois bloqueur des pions et protecteur de son camp. Tour A1, fou A1, exactement ce que je disais. C'est-à-dire ça y est, elle recycle le fou, pouf. Pourquoi pas en B4, regardez en B4 commence à attaquer le cavalier. Alors là, si le cavalier. Le petit piège, fou B4 attaque le cavalier et ensuite fou E3.
et on a enfermé la tour. Ah, éventuellement, fou A3. Ouais, elle pourrait sortir par un. Ah non, parce qu'il y a le. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah oui, fou A3 attaque le cavalier bouge par exemple en B8. Fou A3, la tour est bloquée, et puis cavalier B4, pouf, ça y est, c'est mort. Il faudrait jouer A5. Bon, ouais, on jouerait tour B1 et cavalier C1, pouf. Mais ça suffira pas, parce que de toute façon, il y aurait le fou D5, puisqu'il n'y aurait plus le cavalier en E7, on pourrait jouer. On va le faire. Fou A1, ouais. Effectivement, alors on va le faire. Donc, alors, imaginons. Ah oui, non, mais on peut jouer H5, bien sûr, mais imaginons donc. Mais quoi d'ailleurs, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de coup. Alors, imaginons roi F8, tiens, on va essayer de dire, on va essayer de recycler le roi. Bon, alors fou B4, d'accord. Imaginons A5 pour dire, bah va-t'en, j'ai pas envie. Imaginons fou A3, hop, la tour est coincée. Et puis on pourrait jouer simplement fou ici D5, puisque le cavalier est bloqué ici. Voilà. Et si les noirs font ce coup, on peut envisager tour B1, et puis simplement, cavalier C1, plouf. la tour est effectivement prise. C'est une des multiples menaces. Tour A2. Fou 1. A5, donc bah oui, il empêche ça. Hein. En fait, c'est clairement ça. Il a vu la menace. Hein. Il empêche. C'est un coup uniquement défensif. Et là, un coup, tranquillement, fou D2. En fait, en gros, elle lui dit, bah, écoute, t'es coincé à toi. Ouais. F5. Ouais, mais c'est quasiment un zugzwang d'ailleurs pour. Ouais, c'est un zugzwang. Parce que. Alors zugzwang, rappelle-nous ce que ça signifie. Eh bien, tout coup joué par les noirs affaiblit leur position. Ouais. Ici, par exemple, le fou ne peut pas jouer en A7 parce que sinon la tour va entrer en C7. Alors si le fou joue en A7, simplement tour C7 et puis ça y est, c'est fini, le cavalier est attaqué, c'est le désastre. Si le cavalier bouge, on jouera fou D5, attaque la tour et le pion F7. Donc on ne peut pas bouger en fait. Hein. Il ne faut pas bouger le cavalier non plus parce qu'il y aurait tour C6. Oui, c'est pénible, on voit le fou. Non, tout est pénible. Tout est extrêmement pénible. Donc F5, il essaie de se débattre. Alors F5, le point de F5, je ne sais même pas pourquoi elle prend en F5 finalement. Elle pouvait prendre, on peut carrément prendre le pion E5 ici, non? Peut-être peur d'F6. Ah oui, il y a pire, il y a aussi fou A6, hop, et la tour est déjà prise en fait. Parce que si la tour vient à A4, fou B3. Et elle va où? Si elle vient en B4, c'est l'autre fou. Donc en fait, fou A6 et la tour est prise. Alors au lieu de quoi, bon, Vermenchik fait pion. Alors peut-être que là, attention, on est au 40e coup. Oui, on n'est pas loin du contrôle de temps. Donc, voilà, 40e coup, contrôle de temps. Hein, donc aussi, il faut tenir compte de ça. Donc j'ai pris F5, c'est toujours écrasant de toute façon. J'ai pris F5, A4. Alors Eve fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il joue F5, après il joue A4, il ne sait pas trop ce qu'il joue. À mon avis, c'est le Zeitnote. Ouais. Roi E1, tranquillement. Elle n'est pas pressée. Elle vient protéger son fou D2. Elle a une idée en tête, je pense, puisqu'après A3, elle joue B4. Voilà, ça, c'est joli. Elle peut jouer B4 parce que le roi protège le fou. Alors B4, l'intérêt de B4 pour Vera Menchik, c'est d'avoir un pion passé et c'est de se dire, ben, en fait, ta tour est déjà prise. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, elle est déjà enfermée puisque le cavalier protège B2, la tour protège C2, le roi protège D2 et ici en bas, ben, c'est la tour C1 qui protège. Il suffit maintenant de jouer fou A6, fou C4, elle est morte. Donc roi F6, bon, pourquoi pas, et là ça y est, elle l'a vu. Fou A6, elle aurait pu le jouer presque tout à l'heure, mais à la limite, c'est pareil en fait. Fou A6, pouf, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Ça y est, c'est mort. G4. Ça n'empêche pas fou C4. Et ça n'empêche pas fou C4. Alors, elle ne prend pas, parce que si elle prenait E4, et il faut bouger le cavalier. Et là, c'est moins clair. Donc fou C4, la tour est perdue. Bon, il prend quand même le fou D2. Roi prend. Alors c'est là qu'on peut dire qu'il commence à faire preuve d'une légère pointe de misogynie. C'est que là, il est quand même à un moment où il a une tour de retard. Hein. Il y a quand même une tour de retard et il continue à jouer. Ce qui veut dire que là, normalement, il n'y a dans aucun tournoi moderne des joueurs de ce niveau-là, parce que c'était déjà des très bons joueurs à l'époque, continue une partie où on a une tour nette de moins, parce que c'est une tour nette de moins. C'est injouable. Mais on est en 1931 et c'est une femme qui joue contre un homme, alors ça peut expliquer ça. Alors j'ai pris F3, cavalier C5. Alors il faut faire attention à la poussée E4, hein, parce que ça irait vite sinon. Si on laissait le cavalier
en D3. Oui, alors on ne peut pas jouer E4 tout de suite, puisque il y a le cavalier. Non, mais si les blancs laissaient le cavalier en D3, oui, il serait sous la menace. menace. Il y aurait E3 échec avec quand même 2 pions menaçants. Mais même ces pions ne seraient pas gagnants, parce que le fou contrôle, la tour contrôle. On ne peut pas passer comme ça devant beaucoup de pièces, hein, c'est pas possible. Donc cavalier C5, bon voilà. Et là, bon, il prend F5, il espère encore pouvoir jouer E4 et pouvoir créer une espèce de menace ici. Non, on n'a pas peur. Tranquille, fou prend F7, peur de rien. Fou D8, alors pourquoi fou D8? Alors, fou prend F7. Alors, est-ce qu'on ne peut pas ici tenter E4? Essayons d'analyser ça. Qu'est-ce qui se passe sur E4? Le cavalier prend, cavalier roi prend et l'enfilade. Et la fameuse enfilade. Échec, hein, puisque sur roi... Alors, il faut faire attention quand même. Hein. Ouais, il faut faire attention. Roi F5... Et ça marche parce que sur F2, on a quand même fou C4 qui permet de protéger la case. Roi, non? Ou alors. Roi, faut faire attention parce qu'il y a D3 échecs. Ouais, mais fou C4, moi ça me plaît pas trop parce qu'il y a A2. Non? Non, mais c'est pas grave. Alors fou C4, alors admettons fou C4, A2. Tour F7, échec. Et voilà, il y a échec. Ici, gagne le pion F2 tranquille. Hein, parce que si on prenait avec le fou, l'autre fait dame. Oui. Simplement. Ah oui, d'ailleurs, on peut laisser faire dame. Ah non, il ferait cavalier. Avec échec, ça serait pénible. Donc il vaut mieux d'abord faire échec. Le roi bouge, par exemple, ici. On prend en F2 et. Ah mais non, on prend pas F2. On prend A2, pardon. On prend A2 et ça y est, c'est fini, puisque le pion F2 est contrôlé par la tour. S'il avance, il est pris. Voilà. Donc là, il n'y a plus de problème. On revient en C4, on contrôle, et puis après, ce pion fait la différence. Sans souci. Donc fou prend F7, donc ici fou D8 d'œuvre. Bon, il protège ça et il veut jouer E4. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus la manœuvre tour échec. Voilà. D'accord. Et là, regardez, fou E6 échec, tranquille. Et alors pourquoi? Ah oui, il ne peut pas venir. Ah, c'est magnifique. Il ne peut pas venir en F4 puisque sur F4. Cavalier D3 échec. On peut sans doute jouer effectivement cavalier D3 échec. Et où va le roi? S'il vient là. Tour. C'est mat. C'est mat. C'est mat. C'est un superbe tableau, ça. C'est mat. Voilà. Et s'il ne vient pas là, c'est le pion E5 qui saute. Alors là, si le pion E5 saute, il n'y a plus du tout de marée de pion. Non. Et les pièces suffisent à arrêter tout, quoi. Donc là, il faut s'en aller ici et c'est fini, quoi. D'accord. Donc sur fou E6 échec, il n'a pas le choix. Il ne peut pas monter en F4. Il faut qu'il redescende. Voilà. Et maintenant, fou G4, attaque F3 qu'on ne peut pas protéger. Donc on fait quoi? On fait cavalier D5, mais ça ne permet pas d'éviter. Fou prend F3, c'est fini. C'est-à-dire que la tentative de marée de pion d'œuvre, là, il aurait pu vraiment finir. Là, il peut abandonner. C'est-à-dire que là, à la limite, on peut comprendre qu'il croit qu'il peut encore trouver une petite arnaque. Bon, arrivé là, je ne vois pas trop à quoi il croit, ce qu'il croit possible. Donc il prend B4, d'accord. Et à nouveau, le fou vient se remettre sur E4. Ouais. Donc ces deux pions sont verrouillés. Hein, ce fou empêche tentative de bouger. Le cavalier qui contrôle aussi les deux cases pourra revenir éventuellement en D3. Maintenant, la tour va s'amuser. Et puis le fou E4, il domine complètement le cavalier B4 qui peut aller ni en C6, ni en D5, exact. Et encore moins en D3 et en C2. Fou E7, bon, pourquoi pas. Cavalier D3. Ne presse pas, hein, c'est pas pressé bien. Elle a fait une maîtrise, elle montre une grande maîtrise aussi. Elle ne se précipite pas, elle joue des coups solides. Il n'y a pas de souci. Alors, cavalier prend. Non, cavalier A2. Alors, sans doute, cavalier A2, elle veut pouvoir. Qu'est-ce qu'elle veut faire ici? Ah oui, elle veut simplement attaquer le fou, puis si le fou bouge, la fameuse continuité avec le 4. Donc là, échec. Oups. Ah ouais, ça c'est joli ça. Puisque sur roi G5, tour échec. Ah, alors regardez, hein, il ne peut pas bouger, hein, parce que là c'est le cavalier qui protège, là c'est le fou. Donc il faut qu'il vienne sur la rangée ici, roi H4. Et pouf, ça y est, boum. On a encore éliminé un pion. Et puis ça sent presque le tableau de maths là. Ça sent le tableau de maths. Après cavalier C3, simplement roi D3, et c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien. Alors même on peut. Qu'est-ce qui se passe si on pousse à 2? Je touche G1 par exemple. On peut envisager tour A6 aussi, non? Oui, tour G1, bon, peu importe. Tour G1, je ne sais pas. Tour A6, c'est bien. Voilà, quoi qu'il en soit, il n'y a plus grand chose à espérer pour les noirs. Ouais, c'est fini, tour A6. De toute façon, qu'est-ce qu'on va jouer maintenant? Fou D5. Ah ben non, on peut pas, il y a le cavalier. Le roi prend D4. On peut jouer ça. Bon. ça enfin bon, on va pas. Cavalier G6. On va pas passer là-dessus. On a quand même une tour de moins. Donc effectivement, on voit que Euve, quand même, là, continue une partie qui est archi perdante avec une tour de moins.
Bon, un peu. Disons qu'effectivement, à l'époque, ils n'étaient pas forcément sûrs de la force de Vera Menchik. Ils voulaient la tester, quoi. Non, puis là, il ne voulait pas faire partie du club Vera Menchik. Oui, question de réputation. Donc, en fait partie, donc. Il en fait partie, voilà. C'est le membre le plus célèbre, quasiment. Il y a du monde, hein. Il y a Retchevski qui est pas mal aussi. Oui, qui est célèbre aussi. Mais c'est le seul champion du monde. C'est le seul champion du monde, quand même, oui, tout à fait. Ouais. Donc, belle partie, quand même, hein, de Vera Menchik. Donc, une des premières vraies championnes d'échecs, hein, qui a joué, donc, comme tu l'as dit, qui a fini deuxième derrière Capablanca. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer de ça. Hein. Ils peuvent se compter sur les doigts d'une seule main, je pense, même d'ailleurs. Sûrement. Ouais. Ou de deux au maximum. De deux au maximum. Et qui, donc, ici, bat un champion du monde dès les années 30 et qui est une des précurseurs des échecs au féminin qui aujourd'hui explose, hein, avec un très grand nombre de grands maîtres féminins dans le top mondial. Merci Jérôme pour cette plongée dans l'histoire du jeu d'échecs avec cette magnifique joueuse Vera Menchik, dont on vous invite à regarder les autres parties. Oui, elles sont disponibles dans les bases de données, vous en trouvez sur Internet, partout. Vera Menchik, et vous pourrez regarder comment cette joueuse a pu battre les meilleurs joueurs du monde de son époque avec talent, comme dans cette partie. Superbe, magnifique. Je crois que c'est une partie vraiment à montrer dans les écoles, celle-là. Elle est vraiment typique de ce qu'il faut faire pour battre un joueur qui ne respecte pas les principes fondamentaux. Avec talent. À bientôt sur Diagonale TV pour d'autres émissions sur les grands champions. À bientôt. Au revoir.